Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les KPI de l'activité et gestion commerciale, comment atteindre et dépasser ses objectifs. Au sommaire de cette vidéo, on va d'abord voir qui peut agir sur les indicateurs. Ensuite, on va voir quels sont les leviers pour augmenter le chiffre d'affaires, la marge brute, le taux de transformation, l'indice de vente également appelé panier article, le panier moyen, le nombre de ventes click and collect, le nombre de créations de cartes de fidélité. Et on va également voir quels sont les leviers pour cette fois diminuer la démarque connue et la démarque inconnue. Donc déjà, qui peut agir sur les indicateurs? Donc l'ensemble de l'équipe d'une unité marchande, que ce soit un rayon, un secteur, une boutique, un magasin entier, toute l'équipe peut agir pour atteindre les objectifs de chiffre d'affaires, de panier moyen, de démarque inconnue. Donc les managers et les assistants managers en respectant eux-mêmes les procédures de l'entreprise et en formant et en accompagnant les membres de leur équipe pour atteindre les objectifs. Les conseillers de vente en respectant les procédures de l'entreprise, en appliquant les consignes de leurs responsables et également en étant force de proposition. Aujourd'hui, on attend aussi des conseillers de vente qu'ils sachent analyser des résultats et proposer des actions correctives. Le chiffre d'affaires, donc pour atteindre ou dépasser ces objectifs de chiffre d'affaires, on peut agir vraiment sur tous les indicateurs qu'on va voir par la suite dans cette présentation. Mais il y a une règle qui est importante de connaître, c'est la règle des 20-80. Donc la règle des 20-80, elle concerne les produits. En fait, dans un rayon, ce sont 20% de références qui permettent de faire 80% du chiffre d'affaires. Donc, rupture interdite sur ces références, sinon il y a un risque de perte de chiffre d'affaires et de perte de la clientèle. On va prendre un exemple, parce que la plupart des magasins, la plupart des rayons ont des 20-80 en fait dans leurs références. Donc, on prend un exemple ici dans le rayon café d'un supermarché. On imagine qu'il y a 10 marques proposées, dont Lavazza et Nescafé, marque de distributeur, etc. Et donc, s'il y a deux marques qui suffisent à réaliser 80% du chiffre d'affaires du rayon, alors qu'elles représentent que 20% des références, du coup, c'est un exemple de 20-80. Maintenant, on va parler de la marge brute. Dans chaque assortiment, on peut généralement trouver trois types de produits. On trouve généralement les premiers prix. Vous remarquerez que dans les supermarchés, par exemple, ils sont souvent positionnés en bas des rayons, en bas des linéaires, au niveau des pieds. Exemple, on peut trouver Eco Plus chez Leclerc ou Pouce chez Auchan. Ensuite, on a les marques de distributeurs qu'on appelle aussi les MDD. Donc là, on va avoir par exemple Marque Repère chez Leclerc ou encore Parkside pour tout ce qui va être outils, bricolage, etc. chez Lidl. Donc ce sont des marques créées par les distributeurs eux-mêmes. Et enfin, il y a les marques nationales. Exemple, Coca-Cola, Nutella. Donc là, c'est vraiment des marques qu'on peut retrouver dans plein de magasins différents. La plupart du temps, c'est sur les marques de distributeurs, c'est sur les MDD que les magasins appliquent le plus fort taux de marge. Donc du coup, comment est-ce qu'on peut actionner sur la marge brute en magasin déjà? Eh ben, on va essayer de placer les produits à forte marge, à hauteur des mains ou à hauteur des yeux, en tout cas pas tout en bas parce qu'on a envie que les clients puissent les voir et les attraper. Pour ce qui est des actions au niveau de la relation client, du coup, ça va être de proposer aux clients les produits à forte marge, si bien sûr ces produits répondent à leurs besoins. Maintenant, on va parler du taux de transformation, le TT. Qu'est-ce qu'on peut actionner comme levier? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action pour essayer d'augmenter le taux de transformation? Alors déjà, en magasin, on va respecter la règle des 3 P. La règle des 3 P, qu'est-ce que c'est? C'est avoir toujours des rayons pleins, propres et avec les prix bien affichés. Ça, c'est vraiment des règles de base. Pourquoi? Parce que quand on arrive dans un rayon qui est vide, du coup, ça donne pas forcément envie. Si les salles non plus. Et quoi de plus désagréable aussi d'arriver dans des rayons où les prix sont pas affichés ou pas correctement affichés. Ça peut faire fuir le client. Donc vraiment, la règle des 3 P, c'est la règle de base à vérifier tout au long de la journée parce que des fois, on peut avoir fait toute sa vérification le matin, le magasin est nickel, et puis en cours de journée, s'il y a eu beaucoup de clients, les rayons se vident, peuvent se salir, les prix peuvent bouger, etc. Donc des vérifications à faire régulièrement en fonction de l'activité du magasin.
Ensuite, on va vérifier que les ILV et les PLV soient bien visibles. La différence entre ILV et PLV. ILV, c'est information sur le lieu de vente. La plupart du temps, c'est plutôt les caractéristiques d'un produit. Ça a plutôt un caractère permanent, l'ILV. Tandis que la PLV, ça va être la promotion sur le lieu de vente. Donc là, c'est pour faire la promotion, la publicité d'un produit. Ça peut être souvent plus temporaire, une PLV. Action de relation client maintenant, pour actionner sur le taux de transformation, on va essayer de renforcer encore l'accueil des clients, bien sourire, souhaiter la bienvenue, donner envie aux clients de rester. On va essayer d'être un maximum disponible pour les clients, même si on était en train de refaire un rayon, ranger de la marchandise, etc. Selon la polyvalence qu'on a dans le magasin, si on nous demande d'être à la fois en mise en rayon et en vente, du coup, il faut arriver à gérer les priorités. Si à un moment donné, c'était très calme et qu'on était en train de refaire un petit peu des facings, etc., et que d'un coup, il y a plein de clients qui rentrent en magasin et que le taux de transformation était en baisse, là, c'est peut-être le moment de mettre en suspens avec l'accord de son responsable si on est conseiller de vente, par exemple, et qu'il est là. Donc, suspendre les tâches en cours pour essayer d'aller voir un maximum les clients, les conseiller, les orienter, être disponible, quitte à reprendre les tâches un petit peu plus tard si jamais ça se calme. Ensuite, on va pouvoir mettre en place des animations, des démonstrations de produits, des dégustations de produits si on est dans l'alimentation, par exemple. Tout ça, c'est des actions qui vont pouvoir mettre un petit peu d'ambiance et puis favoriser l'achat par les clients. Voilà, on va dire les actions générales qu'on peut mettre en place, aussi bien en tant que conseiller de vente qu'en tant que manager ou assistant manager. Bien sûr, si on est manager ou assistant manager, on mettra en place ces actions soi-même et puis aussi on essaiera de briefer son équipe pour que toutes ces actions soient bien mises en œuvre régulièrement. Ensuite, pour ce qui est de l'indice de vente au panier article, donc déjà en magasin, on va pouvoir réaliser du cross-merchandising. Je vous montrerai une photo juste après. C'est le terme anglais pour dire le merchandising croisé. C'est quand on va croiser en fait des produits dans un même rayon pour essayer de déclencher des ventes additionnelles, des ventes complémentaires. Ensuite, au niveau de la relation client, on va proposer des ventes additionnelles aux clients, ne pas se contenter uniquement du produit que le client était venu chercher. Un client qui est venu acheter un ordinateur, on va lui demander si éventuellement il a besoin d'une souris sans fil, par exemple, pour compléter l'achat de son ordinateur. Ça peut être plein de choses comme ça dépend du secteur d'activité, bien sûr. Donc les ventes additionnelles, elles peuvent être réalisées en auto-vente par des actions de cross-merchandising ou via les propositions de l'équipe de vente. On va aussi informer les clients des promotions du moment, puisque du coup, ça peut peut-être déclencher des achats supplémentaires qui n'étaient pas vraiment prévus, mais du coup, vu qu'il y a une promo et qu'il est là, il va peut-être en profiter. Donc là, ici, vous avez une petite photo qui vous montre, voilà un exemple. Donc là, on est au rayon des bières et on a disposé ici sur ce qu'on appelle une cravate. C'est une petite languette un peu verticale comme ça, où on a disposé des décapsuleurs. Donc, il y a le rayon bière où on est. Il y a aussi un rayon ustensiles de cuisine, en fait, dans le supermarché. Mais du coup, on a pris on a récupéré quelques décapsuleurs qui étaient dans le rayon ustensiles et qu'on a placé juste à côté des bières parce que du coup, ça peut déclencher un achat d'impulsion si éventuellement on n'avait pas de décapsuleur avec. Maintenant, le panier moyen. Donc, en magasin, pareil, le cross-merchandising, ça peut être un élément déclencheur d'achat, hein. Juste avant, on a vu un exemple dans l'alimentaire. Ça peut être aussi dans un rayon peinture, un rayon pot de peinture d'un magasin. Donc, on a le rayon pot de peinture. On a en face le rayon des produits qui vont avec, White Spirit, les choses comme ça. On peut avoir un petit peu plus loin le rayon avec tous les rouleaux, tous les pinceaux qui existent dans toutes les tailles, toutes les matières, etc. Mais du coup, au niveau des rayons, au niveau du rayon pot de peinture, pardon, disposer sur une cravate quelques lots de pinceaux vraiment basiques, etc. Parce que pareil, ça peut être un achat déclenché comme ça d'impulsion. Donc cross-merchandising. Ensuite, on va aussi essayer de mettre en valeur les produits un peu plus chers dans les rayons, dans la vitrine, si on a un magasin qui a une vitrine. Parce que du coup, si on a tendance à mettre uniquement en valeur les produits premier prix, ça incite pas forcément les clients à prendre les produits haut de gamme. Donc, on peut essayer de mettre un peu plus en valeur les produits haut de gamme. Puisque l'avantage du panier moyen, c'est que on peut vendre soit plus d'articles,
soit vendre le même nombre d'articles, mais plus cher. Et du coup, on augmente le panier moyen sans forcément avoir vendu plus d'articles par client. En ce qui concerne l'action de relation client, donc ça passe aussi par la réalisation de ventes additionnelles parce que logiquement, plus on vend d'articles, plus le panier moyen va augmenter. Et puis aussi, on va essayer de proposer des articles plus chers parce que du coup, si vous avez vendu plein d'articles à très petit prix, ça va pas forcément faire monter votre panier moyen. C'est pour ça que l'indice de vente et le panier moyen, en général, on essaie de les travailler un peu ensemble. Maintenant, le nombre de ventes click and collect. Les actions en magasin, bah, ça va être de mettre des ILV en caisse, éventuellement en vitrine si on en a une aussi, pour que les clients voient qu'on propose ce service, parce qu'il y a des gens qui viennent peut-être pour la première fois, qui ne savent pas qu'on a un site internet et qu'on a la possibilité de commander en ligne et soit de se faire livrer à la maison, soit de récupérer le colis en magasin, par exemple. Action de relation client cette fois, ben, même si c'est écrit, il n'y a vraiment pas la majorité des gens qui lisent en fait ce qui est écrit dans les magasins parce qu'il y a tellement d'informations. Donc du coup, rien ne vaut la parole d'un conseiller de vente ou d'un manager d'informer les clients. Voilà, sachez qu'on a un site internet. Si jamais vous voulez regarder un petit peu tranquillement les produits en ligne depuis votre téléphone ou votre ordinateur à la maison, n'hésitez pas, vous pouvez commander et ensuite venir récupérer en boutique. Donc voilà, ça passe aussi par la communication orale. Le nombre de créations de cartes de fidélité. Alors déjà, pourquoi c'est important? Parce que selon des statistiques, en fait, les clients qui ont une carte de fidélité du magasin reviennent plus souvent et dépensent plus en moyenne que les clients qui n'ont pas de carte de fidélité. D'où l'importance d'en créer un maximum pour les magasins. Donc les actions en magasin, pareil, ça va être de mettre des ILV en caisse, en cabine, si on a un magasin avec des cabines d'essayage, pour informer de ce service et des avantages. Au niveau de la relation client, bah pareil, ça va être proposer systématiquement la carte de fidélité en caisse en donnant à chaque fois deux, trois avantages. Le mieux, c'est de s'entraîner à avoir une phrase assez synthétique où on explique, voilà, vous n'avez pas la carte, bah écoutez, c'est gratuit, ça vous permet de cumuler des points et en plus, vous avez une offre pour votre anniversaire. Voilà, essayez de faire une phrase assez rapide qui explique les avantages pour donner envie aux clients, de la souscrire. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on peut actionner sur la démarque connue, comment la réduire. Parce que là, tout ce qu'on a vu juste avant, ce sont des indicateurs qu'on veut le plus élevé possible. Maintenant, on va voir la démarque connue et la démarque inconnue, qui, pour rappel, sont des pertes d'argent pour l'entreprise. Donc là, on essaie justement que ce soit le plus bas possible. En ce qui concerne la démarque connue, comme une des causes les plus courantes, c'est la casse. Donc du coup, on va faire plus attention à la manutention des produits pour éviter la casse, hein. Donc quand on déplace la marchandise de la réserve vers le magasin ou au sein même de la réserve, par exemple. Donc bien faire attention à utiliser les outils de manutention qui sont mis à disposition pour éviter la casse. Placer les produits en rayon de façon à ce qu'ils ne soient pas cassés ou abîmés par les clients. Je prends un exemple de vaisselle. Si on doit disposer des verres, par exemple, les uns à côté des autres dans un rayon, bah, on va laisser un espace suffisant pour que les clients puissent aller en attraper sans que tout tombe. Pour ce qui est des vêtements, par exemple, souvent les vêtements peuvent être abîmés par les cintres, donc faire attention à pas trop mettre de stock et ce que les cintres puissent s'accrocher sur les vêtements pour que ça les file et que ça les abîme. Donc ça peut être des choses comme ça. Pour ce qui est des produits périssables dans l'alimentaire, donc on va déjà mettre en rayon en utilisant la méthode PEPS, premier entrée, premier sortie. Donc quand on fait du réassort, qu'on amène des produits en réserve, on ne les met pas juste devant, on regarde en fonction des dates et on va mettre les produits derrière pour que les produits qui vont périmer en premier soient devant et soient les premiers pris par les clients. On va également pouvoir appliquer une réduction de prix sur les produits dont la date est proche de la DLC, donc la date limite de consommation, ou de la DDM, la date de durabilité minimale. Vous avez peut-être remarqué ça, des fois dans les supermarchés, il y a des produits avec une étiquette de prix réduit parce que justement la date, la DLC, est proche. Et donc ça va éviter que les produits arrivent à date et qu'on soit obligé de les jeter. La démarque inconnue maintenant, donc
comme la majorité de la démarque inconnue souvent vient du vol, donc on va essayer de garder un œil sur les clients en magasin. Je sais que quand je vous demande qu'est-ce qu'on peut mettre en place contre le vol, la plupart d'entre vous me dites bah oui, il faut prendre un vigile, il faut des caméras, mais tout ça, c'est un gros budget en fait. Beaucoup de magasins ne peuvent pas payer un agent de sécurité à temps plein ou payer un dispositif de caméra, de surveillance, etc. Donc, quand on peut, c'est bien, mais il faut privilégier quand même les méthodes les plus courantes et les moins onéreuses, on va dire. Donc, garder un œil sur les clients, ça ne veut pas dire épier tout le temps, etc. Mais euh, faire en sorte d'être toujours pas trop loin, d'essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis, en cas de comportement suspect, bah, voir avec justement la politique de l'entreprise qu'est-ce qu'on doit faire. Ensuite, on va poser des antivols. Bah, selon les entreprises, il y a des antivols sur tous les produits, ou parfois il y a des antivols que sur les produits qu'on appelle sensibles, c'est-à-dire qui sont souvent volés ou faciles à voler. Et puis justement, ces fameux articles sensibles, on peut aussi les placer près des caisses, parce que si on les met tout au fond du magasin, à un endroit où on ne peut pas trop les surveiller, bah, ça peut être plus risqué. Maintenant, les actions contre les erreurs de stock. Donc déjà, pour ce qui est de la caisse, être bien concentré pour bien scanner tous les articles, parce que du coup, si on oublie de scanner des articles, ils sortent du magasin sans avoir été payés, on s'en rend pas compte, et puis quand on fait l'inventaire, on se rend compte qu'on a de la démarque inconnue. Même chose pour la réception des marchandises. On va respecter les procédures de réception et de comptage de la marchandise lors des livraisons pour que les stocks soient bien mis à jour et que, pareil, il n'y ait pas d'erreur au moment où on fait l'inventaire. Je vous remercie pour votre attention dans cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à me les noter en commentaire. À bientôt.